Bienvenue à Arrêt sur le monde. Le flux migratoire continue en Europe et aux États-Unis aussi, où les caravanes de migrants font couler beaucoup d'encre. Le phénomène existe chez nous dans une certaine mesure aussi, des gens qui fuient la guerre, la famine, la dictature, et leur présence continue d'engendrer des tensions politiques. En 2015, 1,5 million de migrants ont demandé l'asile en Europe. Tel est l'afflux sans précédent enregistré par Frontex, l'agence chargée de contrôler les franchissements de frontières de l'Union européenne. Les conflits en Syrie et au Levant, la persistance des guerres afghanes, soudanaises ou yéménites, ou encore l'extrême pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient, poussent des millions de personnes à emprunter les routes de la migration au risque de leur vie. L'externalisation des frontières, c'est-à-dire le fait de déléguer la responsabilité de la gestion du flux de réfugiés à d'autres pays, est une des solutions qui a été mise en place pour tenter de gérer le flux migratoire. En Europe, cela se traduit par des accords passés avec des pays comme la Turquie, qui lui donnent le rôle de bloquer les migrants qui tentent de passer la frontière. Le Canada, quant à lui, démultiplie les points de contrôle à l'étranger et choisit ses migrants selon un système de points. Partout à travers le monde, les dirigeants politiques cherchent à maîtriser les flux d'arrivants. La solution se trouvera peut-être dans le pacte mondial sur les migrations, qui sera ratifié en décembre par de nombreux pays, dont le Canada et la France. Ce pacte fait la promotion d'un discours plus ouvert sur l'immigration, tout en respectant la souveraineté des pays. Il dicte 23 objectifs, comme par exemple celui de limiter les abus contre les travailleurs migrants, ou encore de prévenir, combattre et éradiquer le trafic d'êtres humains. Et notre invitée pour en parler, Marie-Claude Hintz, elle est chercheure invitée au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Elle est spécialiste des questions d'immigration et elle est présidente de l'Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue française. Madame Hintz, bonjour. Bonjour. D'abord, dites-nous, la vague migratoire, on en parle depuis plusieurs années, surtout en Europe, un peu plus récemment ici, mais le discours politique au sujet de cette vague-là, lui, n'a pas changé, au contraire. En effet, donc les vagues migratoires se succèdent et le discours tendrait à se durcir. En fait, on le remarque au cours des dernières années, en particulier avec les discours anti-migration nationalistes de l'extrême droite en Europe, mais pas seulement. Donc, les discours anti-immigration sont de plus en plus difficiles, sont de plus en plus durs envers la venue des migrants qui frappent à nos portes. Oui, depuis le sommet de 2015 en Europe, là où il y a eu près de 2 millions de migrants, il y a eu plusieurs pays où on a élu des gouvernements de droite, voire d'extrême droite. Et c'est directement lié à la question migratoire. Tout à fait. Donc, le discours que prônent ces groupes d'extrême droite, le discours anti-immigratoire est en lien direct avec la venue massive des migrants, en particulier depuis le début des années 2000. Les vagues qui se sont succédées sont de plus en plus importantes, en Europe en particulier, mais on le voit aussi au Canada depuis les dernières années aussi. Oui, parce que même dans les pays où on se dit ouvert à accueillir des migrants, il y a quand même plusieurs politiques qui sont mises en place pour limiter leur arrivée. Et un phénomène qu'on voit depuis quelques années se multiplier, pardon, c'est l'externalisation des frontières. Tout à fait. Bien, en fait, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Depuis les années 80-90, c'est une stratégie qui est mise en place par les États pour se donner les moyens d'agir à distance. Donc, pour contrôler les vagues migratoires avant même qu'elles atteignent les portes des pays d'accueil. Donc, c'est vraiment en Europe, par exemple, une des stratégies qui a été mise en place en 2004, mais vraiment mise en œuvre en octobre de 2005, c'est la stratégie Frontex. Frontex, c'est l'agence européenne qui gère les arrivées. Tout à fait, tout à fait. Donc, Frontex a été mis en place pour... donc, c'est une série d'activités conjointes pour essayer de stopper les migrants dans les pays de départ et dans les pays de transit. Donc, c'est vraiment une stratégie militaire, donc avec des moyens assez considérables, des avions, des hélicoptères, des navires aussi, 116 navires Frontex. C'est toute une stratégie militaire qui est mise en place pour vraiment stopper la venue de migrants, donc pour empêcher qu'ils viennent frapper aux portes de l'Europe. Est-ce que la fameuse entente entre l'Europe et la Turquie entre dans ce contexte-là? Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment l'idée d'externalisation des frontières, c'est une délocalisation du contrôle migratoire. Donc, c'est une stratégie que les États se sont donnée pour que le contrôle migratoire soit fait par des pays tiers, notamment, mais
avant même l'arrivée. Donc, c'est vraiment des points de contrôle qui se sont démultipliés à l'extérieur des frontières étatiques pour s'assurer justement que les migrants ne puissent pas rejoindre les pays européens. D'ailleurs, au Canada, on pense qu'on est moins concerné, qu'on est moins touché par les flux migratoires, mais en fait, c'est parce qu'on applique cette stratégie-là depuis très longtemps déjà. Bien, tout à fait. Au Québec et au Canada, donc, on a une stratégie qui s'appelle la stratégie des frontières multiples, la Multiple Border Strategy, qui a été mise en place dès la fin des années 80, en 89. Donc, c'est une stratégie qui consiste à avoir plusieurs points de contrôle pour empêcher, prévenir la venue de migrants dits indésirables, donc ceux qu'on ne veut pas. Bien sûr, le Canada opère avec un système de points pour choisir son immigration, mais on veut aussi empêcher la venue de migrants qui seraient moins désirables. Et donc, on a mis en place cette stratégie des frontières multiples. Donc, c'est-à-dire que concrètement, les gens doivent faire leur demande de l'étranger et en plus de ça, pour venir jusqu'au Canada, ils ont des étapes, c'est-à-dire que, par exemple, un migrant qui vient d'Afrique doit forcément ou pratiquement passer par l'Europe. Là, c'est une étape de plus dans son parcours. Tout à fait. Donc, la première étape, c'est la demande de visa qui n'est pas toujours acceptée. Mais ensuite, donc, souvent, les migrants... Visa pour les pays européens, pour transiter par les pays européens. Bien, pour venir au Canada. Pour venir au Canada. Déjà pour venir au Canada, mais ensuite, si, par exemple, prenons le cas d'un migrant africain, devra transiter nécessairement par l'Europe, donc par l'espace Schengen, donc un deuxième visa. Deuxième point de contrôle dans le pays de transit, où là, des équipes canadiennes sont en place. Donc, souvent, c'est des sociétés privées engagées par le Canada pour faire le contrôle dès l'embarquement dans les pays européens notamment. Donc, on peut imaginer un cas de figure où un immigrant reçoit un visa du Canada, mais n'a pas la permission de transiter par l'espace Schengen, donc ne peut pas venir au Canada. Tout à fait. Tout à fait. Il y a plusieurs cas, notamment, qui ont été décriés ces dernières années de migrants qui voulaient participer à des conférences, notamment, mais pas seulement, qui n'ont pas réussi à avoir l'ensemble de la documentation. C'est ça, pas forcément des gens qui veulent immigrer, mais des gens qui veulent venir séjourner, mais qui n'ont même pas le visa pour le faire. Alors, il y a aussi un phénomène au Canada dont on a beaucoup parlé récemment avec cette arrivée de migrants à la frontière qui était quelque chose d'à peu près jamais vu là, au Canada, ou enfin dans cette proportion-là, qui est un phénomène nouveau pour nous. Ça a mis en lumière le fameux accord sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Bien, en fait, cet accord-là, donc encore une fois, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais ça participe de cette logique de démultiplication des points de contrôle. Donc, ça l'empêche, en fait, les migrants qui auraient transité par un pays sûr de faire une demande d'asile au Canada. Donc, les migrants devront faire la demande dans le pays à travers lequel ils ont transité, si c'est un pays sûr. Donc, le Canada ne pourra accepter une demande d'asile de migrants qui auraient transité par un pays sûr. Donc, encore une fois, c'est un autre mécanisme qui vient bloquer, freiner les migrants. Donc, par exemple, la fameuse caravane de migrants sud-américains qui arrivent aux États-Unis, comme ils entrent d'abord aux États-Unis, en vertu de cet accord-là, ils n'ont pas le droit de demander l'asile au Canada. Oui, en principe. Sauf s'ils se pointent, s'ils entrent de façon irrégulière au Canada, donc d'où cette vague qu'on a vue sur le fameux chemin Roxham, là, par exemple. Le flux migratoire ne va pas s'estomper. Ce ne sont pas des politiques comme ça qui vont faire en sorte que les migrants vont soudainement avoir moins envie de se pointer à nos frontières. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce que font les pays, qu'est-ce que fait la communauté internationale pour tenter de juguler ce flux migratoire? Mais en fait, tout récemment, à partir de 2016, les États ont pensé une nouvelle façon de réguler l'immigration et ont mis en place le pacte mondial sur l'immigration qui sera signé les 10 et 11 décembre prochains à Marrakech, au Maroc. Donc, c'est un pacte qui change de paradigme. Tout à fait. Mais c'est le premier accord intergouvernemental entre les gouvernements qui va couvrir l'ensemble des dimensions des migrations internationales. Et c'est un processus, comme je disais, qui a été mis en œuvre à partir de 2016. Et donc, déjà depuis avril 2017, on travaille à la mise en œuvre de ce pacte-là. Donc, le principe, c'est que, en fait, on a besoin d'une démarche globale pour favoriser l'immigration. Et donc, c'est vraiment ce paradigme-là qui est en train de changer. Donc, c'est plus cette idée de contrôle, mais de favoriser l'immigration. On peut pas les empêcher. Donc, essayons de les favoriser, mais essayons d'encadrer
changer cette manière de faire. Et est-ce que donc des pays réfractaires à l'immigration, comme les États-Unis de Donald Trump ou les pays d'Europe qui ont basculé à droite dans les dernières années, adhèrent à cette idée-là aussi? Bien, tout à fait. Les États-Unis, dès le départ, dès les premiers pourparlers, ont dit que ce pacte était incompatible avec la politique migratoire américaine, mais d'autres pays européens, comme vous l'avez dit, qui prônent une approche plus dure anti-immigration, comme la Hongrie, l'Autriche, la République tchèque, la Pologne, tout récemment la Bulgarie, se sont prononcés en défaveur de ce pacte. Ils ne le signeront pas. D'autres pays comme Israël et l'Australie aussi ont décidé de ne pas la signer. Il y en a quand même beaucoup qui vont le signer et on pense que ce ne sera pas contraignant, là, mais on pense quand même que ça peut faire une différence, très brièvement en terminant? Bien oui, vraiment, comme je disais, ça va être un changement de paradigme qui, à terme, pourrait changer vraiment la façon dont on gère la migration. Donc, on passerait vraiment d'une stratégie d'accueil où les sociétés d'accueil seraient vraiment impliquées, s'engageraient à bien intégrer les migrants et à faire en sorte que, justement, on lutte contre les discriminations, contre le racisme. Donc, c'est quelque chose qui est assez important au niveau du changement de paradigme. Allons voir si les politiques suivront, suivront leurs promesses. Marie-Claude Hintz, chercheure invitée au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.